Bonjour, bienvenue au Parlement fédéral. À quelques mètres de cet endroit se trouve une salle de commission, celle de la Commission de la Justice, qui ces derniers mois s'est penchée sur l'évolution à donner à la Cour d'assises. Plusieurs experts se sont exprimés, professeurs d'université, magistrats, avocats, philosophes du droit, pour donner leur vision quant à l'évolution ou non à donner à la Cour d'assises dans notre pays. Des politiques se sont également exprimés. C'est ce que nous allons vous montrer à travers ce reportage. Vous verrez également des extraits vidéo de YouTube principalement pour vous montrer que la Cour d'assises fait partie de notre réalité quotidienne en Belgique. Après ce reportage, je pense que vous en saurez plus sur ce qu'est la Cour d'assises, sur ce qu'elle peut devenir, et vous ferez vous-même une opinion. C'est une première dans notre pays qu'une commission donne la parole à travers un documentaire sur ce qui s'est passé entre ces murs. Condamne Marc Dutroux à la réclusion à perpétuité, ordonne sa mise à la disposition du gouvernement pour une durée de 10 ans à l'expiration de sa peine. Condamne Michel Martin à 30 ans de réclusion, condamne Michel Lelièvre à 25 ans de réclusion. Marc Dutroux, vous avez été condamné au maximum de la peine. Je crois que vous vous en sortez quand même mieux que la plupart de vos victimes qui ne font plus partie du monde des vivants. Et maintenant c'est terminé, je suis très soulagée d'avoir quand même appris pour moi un petit peu, mais c'est dommage pour les autres qu'on n'en sache pas plus, quoi. Ce ne sera jamais la fin. Pour Samine Dardenne, ce ne sera jamais la fin, elle l'a déjà dit souvent, elle peut vivre jusqu'à 90 ans. Pour elle, ce ne sera jamais fini. Mais c'est une étape dans sa reconstruction, une de plus. C'est bien moi qui ai commis les faits que vous me reprochez. J'en ai honte. Je ne me le pardonnerai jamais. J'ai commis l'irréparable. La réponse à la question numéro 20 est non. Le verdict du jury est implacable, coupable de l'enlèvement, du viol et de l'assassinat des petites Stacy et Nathalie. C'est oui à toutes les questions cruciales dans cette affaire. Le jury s'est prononcé, il a été très clair dans son prononcé. Il a considéré qu'Abdallah Etout était celui qui avait enlevé, séquestré et violé les deux petites filles. Je crois qu'il n'y a aucun autre commentaire que celui-là sur la décision du jury populaire. Léopold Storm a-t-il tué ses parents et sa sœur? J'étais présent le 16 juin 2007. Et je peux vous affirmer, je peux vous assurer, je peux vous jurer que je n'ai pas tué mes parents et que je n'ai pas tué Karlouchka. Dutroux, Etout, Abran, Amers, Storm, plus récemment Roufflard et bien d'autres encore, autant de dossiers judiciaires qui ont connu leur épilogue devant la cour d'assises. Il faut savoir que les cours d'assises, sur une année moyenne, disons, il y en a à peu près 85, 90, ce n'est pas excessif lorsqu'on considère que les cours et tribunaux rendent chaque année environ 1 million de jugements ou d'arrêts. Donc la cour d'assises, quelque part, c'est une goutte d'eau, c'est peut-être la part la plus visible de la justice, mais en termes de temps consacré, en termes de moyens engagés, ça reste tout à fait raisonnable. Une moyenne de 85 à 90 cours d'assises par an, ça, c'était avant le 19 février 2016 et la parution au Moniteur belge de la loi Pot-Pourri 2, une loi qui renvoyait quasi systématiquement tous les crimes devant le tribunal correctionnel. Je crois avoir fait la démonstration en ce qui me concerne que j'ai toujours défendu, chaque fois que l'occasion m'en était donnée, notamment dans le cadre de dossiers extrêmement médiatisés. J'ai toujours défendu les institutions, j'ai toujours défendu l'état de droit, j'ai toujours défendu le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais je dois vous avouer que là j'ai eu du mal. Et quand je dis j'ai eu du mal, c'était mission impossible. Mission impossible d'aller expliquer à des gens qui ont perdu un proche dans des circonstances extrêmement violentes et donc nécessairement injustes, qu'on allait régler ça en 2h30 entre un dossier de vol de sac et un dossier de stup. Et le bâtonnier Rivière se souvient d'un de ses procès devant une chambre criminelle. Dans un des dossiers où un monsieur avait été battu à mort, ça a duré 2h30, et la famille m'a dit que cette épreuve avait été pour elle aussi pénible à supporter que l'avait été l'annonce du décès de leurs proches.
Autre affaire, jugée à Namur. Ici, le client de l'avocat Premont, poursuivi pour un double assassinat, est satisfait d'être jugé devant une chambre criminelle plutôt qu'aux assises. Ça le gênait énormément que sa famille allait devoir subir un long procès d'une part, allait devoir venir elle-même s'expliquer sur tout le passé de la famille, etc. Parce que la cour d'assises, c'est ça aussi. Enquête de moralité, on remonte à la petite enfance. Et donc, il trouvait que la correctionnalisation permettait un procès tout simplement plus raisonnable, où on ne dérange pas des dizaines de personnes et où on puisse s'expliquer plus rapidement. Cette affaire-là a été jugée en 4 heures, au désespoir des parties civiles. On s'est jugé la vie de 2 personnes sur 4 heures de temps. Donc, une fille qui avait pratiquement 40 ans et sa maman qui avait 60 ans. Donc, ça fait 100 ans de vie sur 4 heures de temps. C'est un peu peu. Hein. Oh oui. Je crois que même le bon Dieu ne saurait pas le faire. Autre commentaire dans une autre affaire, toujours devant le tribunal correctionnel. Un oncle m'a dit, écoutez, mais on aurait écrasé mon chien. Vous pensez, il n'aurait pas pris plus ou moins de temps, hein. La justice s'en fout de la vie humaine. Voilà comment les gens le ressentent. Pour eux, leur vie est bouleversée, détruite. Et pour celui qui est accusé, ou pour la famille de l'accusé, il va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans maintenant, hein, devant les chambres criminelles. Vous savez combien de temps on a mis pour vous coller 40 ans de prison, monsieur? 2 heures. C'est civilisé, ça. Mais aucun être humain ne peut comprendre ça. C'est vrai que devant les chambres criminelles, il n'y a pas beaucoup de place pour les victimes. Une critique que Philippe Gourlet, président de chambre à la Cour d'appel de Liège, veut bien entendre. L'affaire du trou, on essaye évidemment d'accorder plus de place aux victimes parce que la justice est consciente qu'il y avait un réel déficit à cet égard, mais il est vrai qu'on n'égale pas encore le statut qu'on donne aux victimes en cour d'assises et qu'une piste peut être creusée de ce côté-là pour une amélioration dans le cadre de la procédure correctionnelle. Mais peut-être pas uniquement alors pour les victimes de meurtre ou d'assassinat, peut-être aussi pour les victimes de viol, de coups et blessures. Donc ça devrait peut-être se généraliser à l'ensemble des procédures correctionnelles. Ce ne sont que quelques-uns des problèmes soulevés par ces affaires jugées devant une chambre criminelle. Il y a toute une série de gens qui ont été jugés finalement de façon discriminatoire puisqu'ils n'ont pas été jugés comme ils l'auraient dû être et par la juridiction devant laquelle ils auraient dû comparaître. Et je pense que ça a inévitablement engendré, moi je l'ai vu dans les procès, ça a engendré beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration tant dans le chef des victimes que dans le chef de l'auteur parce que pas suffisamment le temps de s'exprimer, on n'entend pas tous les témoins, on n'entend pas tous les experts et donc on essaye de faire la même chose mais en plus court. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pénaliste liégeois Molderspierre souligne un autre problème tout aussi important. Sauf erreur de ma part, statistiquement, il n'y a eu aucun acquittement pur et simple. Alors ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de 2 choses l'une, soit on a la meilleure police du monde, avec une police qui ne commet jamais d'erreur, jamais. Soit on a des magistrats qui ne font pas leur travail et qui ne savent pas voir quand, à un moment donné ou à un autre, il y a un innocent. Et on ne me fera pas croire que dans toutes les affaires qui ont été correctionnalisées sur 2 ans, il n'y avait pas une fois un innocent plein et complet. Ça, non. Et on ne me fera pas croire que la police ne commet jamais d'erreur. Si on pense ça, il faut tout de suite, en tout cas en tant qu'avocat, tout de suite changer de métier. Ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Les policiers font parfois des erreurs. Des décisions de renvoi difficiles à comprendre, pour les victimes aussi. Que l'on soit à la partie civile ou à la défense, à partir du moment où le choix n'est pas un choix légal, c'est un choix du parquet général de considérer que les crimes les plus graves
En quoi est-ce qu'un crime d'un enfant, d'un adolescent, d'une personne lambda ou d'une personne plus âgée, d'un étranger, d'une personne belge ou d'un politicien, d'un policier ou d'un citoyen ordinaire est plus important? Et c'était là le problème de cette réforme, de cette loi, c'est de considérer qu'on laisse à la chambre des mises en accusation et au parquet général l'opportunité de décider finalement si vous alliez dans un système ou dans l'autre. Ça ne va pas. Et puis, il y a les règles de procédure. Elles seraient différentes que l'on soit jugé dans l'un ou l'autre tribunal. Et donc, c'est les exemples que je peux prendre. À Charleroi, le président de la chambre criminelle, il dit « Moi, on m'a demandé de faire l'abattage. » C'est un type assez direct. Et on m'a demandé de faire court et bref. Eh bien, j'entends pas de témoin, je fais tout en une après-midi et l'affaire est bouclée. Vous avez d'autres juridictions, j'ai eu ça par hasard dans une juridiction luxembourgeoise à Neuchâtel, où là on a été, je dirais, avec beaucoup plus d'humanité en disant écoutez, on n'a effectivement pas de mot d'emploi, mais ça nous intéresse d'entendre quelques personnes. Ils faisaient une sélection qui ne plaisait pas toujours, mais au moins ils faisaient l'effort d'entendre certains protagonistes, et l'affaire prenait 2 jours. Donc ça veut dire que le citoyen qui se retrouve commettre un crime, ou en tout cas suspecté d'un crime à Bruges, Gand, Charleroi ou Nivelles, ne va pas avoir les mêmes règles de procédure dans chacun de ces arrondissements. Mais cette loi Pot-pourri 2 n'a pas fait que des mécontents. Le procureur général de Liège, par exemple, Christian de Valkener, est satisfait dans l'ensemble de ces 2 années de fonctionnement. Écoutez, dans l'ensemble, oui. Je dirais même très très largement oui. Donc on a pu quand même expérimenter le système pendant 2 années, donc ça a permis quand même un certain roulement d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le ressort de la Cour d'appel de Liège, on tenait en moyenne entre 20 et 25 sessions d'assises par an. Et avec le nouveau système, on en a tenu grosso modo 3-4 par an, si vous voulez. Donc ça veut dire une forte réduction du nombre de dossiers qui ont été devant la Cour d'assises. Christian de Valkener explique qu'à Liège, le système a bien fonctionné. Il n'y avait pas de plainte ni des magistrats du siège, ni des procureurs, ni des justiciables. On n'a pas eu des levées de boucliers d'avocats en disant c'est un scandale, ça ne fonctionne pas bien. Et je pense que les juges correctionnels et les magistrats de cour d'appel ont vraiment été attentifs à réserver à ce type d'affaires un traitement quand même particulier. Ce n'était pas une affaire comme ça perdue dans toutes les autres, et essayer en tout cas de pouvoir mobiliser et dégager le temps nécessaire pour un traitement particulier de ce type de dossiers, qui sont des dossiers d'une grande gravité évidemment, puisqu'il y a la mort d'individus, de citoyens, et donc qui nécessite évidemment qu'on puisse prendre le temps, que chacun ait le temps de s'exprimer, que ça soit aussi bien le prévenu que les parties civiles. Et donc là, je pense qu'en tout cas, empiriquement, on a pu en tout cas montrer pendant 2 années que le système de la correctionnalisation massive fonctionnait bien, et en tout cas qu'on avait une justice de qualité en passant par les tribunaux correctionnels et les cours d'appel. Nous avons donc traité pas mal de dossiers en décret d'appel. Nous avions des appels qui étaient en partie limités, puisque la loi Pot-pourri 2 en même temps a introduit la possibilité de limiter les appels. Et donc nous avions parfois des procédures en appel qui étaient volontairement, par le choix des parties, limitées par exemple au taux de la peine, ce qui nous évitait de replonger dans l'examen de la culpabilité que l'accusé ou le prévenu admettait. Et je pense que si le procureur général est satisfait, c'est sans doute aussi parce que le taux des peines correspond à celui que prononçaient les cours d'assises, et le tout, comme je l'ai dit, beaucoup plus rapidement, ce qui permettait donc de traiter, selon le mode Pot-pourri 2, des dossiers criminels, plusieurs dossiers criminels par semaine, alors qu'auparavant on aurait eu besoin de 2-3 semaines pour chacun. Le 21 décembre 2017, un peu moins de 2 ans après la mise en application de la loi, la Cour constitutionnelle l'annule purement et simplement. Une tuile pour le ministre de la Justice. La Cour constitutionnelle annule la loi de Kuhn-Gaines qui prévoit que presque tous les crimes puissent être jugés par les tribunaux correctionnels à la place de la cour d'assises. On s'y attendait très sérieusement. Le gouvernement et le Parlement étaient prévenus. J'ai eu moi-même l'honneur d'être entendu à la commission de la Chambre et j'ai dit que c'était inconstitutionnel. Je me rappelle encore très bien le débat que nous avons eu avec le ministre en séance d'ailleurs et avec
les députés de la commission. Et je n'avais pas grand mérite puisque le Conseil d'État lui-même avait dit que c'était inconstitutionnel. Donc, malheureusement, cette annulation, avec tous les inconvénients que ça comporte, eh bien, cette annulation était tout à fait prévisible, puisqu'elle consistait à vider notre Constitution de sa substance sans réformer la Constitution. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Au-delà de la question du jury, on a une Constitution qui sont les règles de base, on peut les changer. Mais alors, il faut passer par la procédure spéciale, notamment avoir une majorité des 2 tiers. Selon la Cour constitutionnelle, et c'est ce que le Conseil d'État avait déjà dit d'ailleurs à l'état de projet de loi, selon la Cour constitutionnelle, cette règle, cette généralisation de la correctionnalisation des crimes, eh bien, risque tout simplement de faire disparaître la notion de crime et donc de dénaturer complètement la notion de jury en privant le jury, en privant la cour d'assises d'une partie substantielle de ses compétences. Donc, contrariété à l'article 150 de la Constitution. Ici, il ne fallait pas être grand clair pour entrevoir que la Cour, évidemment, constaterait l'inconstitutionnalité. C'est une demi-bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à long terme et pour l'avenir. Ça, assurément. Mais par contre, ça reste une fausse bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été jugés pendant les 2 ans. Parce que là aussi, ça a été encore même plus difficile à expliquer alors à nos clients, que ce soit accusés ou partie civile, de dire, mais voilà, en fait, vous, pendant 2 ans, vous avez été dans une sorte de bulle juridique qui a fait qu'on a pris votre affaire plus rapidement et sans avoir la même rigueur en termes de timing et de délai sur la longueur du traitement et de l'analyse qui a été apportée, du soin qui ont été apportés à votre affaire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas, définitivement, mais qui ne passera de toute façon jamais. Quand Koen Geens est arrivé à la tête du ministère de la Justice en octobre 2014, il explique qu'il a entendu qu'il fallait que la cour d'assises soit modifiée. Ce n'était pas ma réflexion, c'était la réflexion de beaucoup de gens dans la magistrature et dans l'avocature, qu'il fallait repenser à terme la cour d'assises. C'est une procédure très lourde qui prend énormément de temps et de moyens et qui n'est peut-être pas adaptée au temps moderne. L'occasion pour nous de faire un peu d'histoire. Si la cour d'assises existe en Belgique depuis la création de l'État, la Constitution n'en parle pas dans son article 150. Donc l'article 150 de la Constitution dit ceci: le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse. Et puis alors, donc ça c'était général, donc le jury existait pour tout ça, et puis on a fait une exception qu'on a introduite une vingtaine d'années dans la Constitution. On a créé une exception pour les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. Nous sommes dans un tout vieux texte, ça date de 1831, et alors la Constitution en 1831 est rédigée dans un style ramassé. Donc le constituant n'ergote pas, il dit très peu de choses, il s'exprime dans un français limpide, mais alors après, la question est de savoir que veut dire chaque mot. Et dans ce texte, il y a 2 mots qui sont importants, à savoir d'une part, je relis la phrase, le jury est établi en toute matière criminelle. C'est quoi un jury et c'est quoi la matière criminelle? Nulle part, on ne parle de cour d'assises dans la Constitution. On n'utilise pas le mot cour d'assises, on utilise le mot jury. Au moment où le Congrès national se réunit en novembre 1830, il a donc rétabli le jury. Pourquoi rétabli? Parce que nous avions connu le jury lorsque nous étions français. En réalité, le jury moderne, on sait que le jury ancien, ça vient des Grecs, mais le jury moderne, ça vient d'Angleterre et des pays de la common law. Et quand on a fait la Révolution, France d'abord, en Belgique ensuite, on a importé tout un tas d'institutions de l'Angleterre. C'est ainsi qu'on a importé le Parlement, l'idée des élections, la Chambre, le Sénat, les élections, et en matière de justice, le jury. Ce jury, il a été supprimé par les puissances de la Sainte Alliance après Waterloo, c'est-à-dire les puissances réactionnaires, les tyrans qui reprenaient le pouvoir.
et y compris chez nous. Et puis quand la Belgique a pris son indépendance, les gens du Congrès national ont dit, je les cite, si nous n'étions pas tous convaincus de l'excellence du jury, nous ne serions pas réunis ici en Congrès. Donc c'était une évidence pour eux. Et l'existence de ce jury populaire procède d'une méfiance du constituant à l'égard du juge de métier, du juge professionnel. Il y a une méfiance des juges qui est propre à la pensée révolutionnaire. Le juge, dans l'Ancien Régime, est asservi au pouvoir royal. Et donc c'est une grande différence avec les États-Unis, où le juge jouit d'une légitimité très forte à l'époque. Chez nous, en Europe, spécialement en France et donc en Belgique, il y a effectivement une méfiance à l'égard du juge. Et donc cette forme de participation du citoyen à l'administration de la justice, pas pour tout, pas pour toutes les infractions, pas pour tous les procès, bien sûr, mais pour les crimes les plus graves, traduit effectivement cette volonté d'avoir un contre-pouvoir. Le jury a été institué dans une optique de méfiance vis-à-vis de deux corps, vis-à-vis du gouvernement, bien entendu. C'est pour ça que la Belgique s'est dotée d'un pouvoir judiciaire très fort. Mais par ailleurs, on a redouté cette tendance à l'habitude du juge professionnel. Cette habitude pouvant glisser dans deux tendances non désirables, l'une étant qu'il devienne trop sévère, tout simplement parce que pour lui c'est le 8e meurtre en très peu de temps, et donc le 8e c'est vraiment trop, alors qu'après tout il mérite d'être examiné comme tous les autres. Et l'autre serait, non pas trop de sévérité, mais pas assez de sévérité en disant, mais après tout, vous avez été, on a tenté de vous assassiner, mais on y est quand même parvenu, après tout, ce n'est pas si grave. Et donc, l'idée, c'est de se dire, chaque cas va être examiné par un corps de citoyens, tiré au sort, et donc ça prévient évidemment des ententes préalables, c'est-à-dire, je ne peux pas m'assurer de mon impunité par un réseau relationnel dans la magistrature, tout simplement parce que je ne sais pas devant qui je vais comparaître, puisque au fond, ça peut être n'importe quel citoyen. Un contre-pouvoir que ce jury populaire qui a toujours été composé de 12 jurés. C'est une tradition qui s'est établie au Moyen-Âge. Je pense qu'il faut y voir, comme beaucoup de choses au Moyen-Âge, un aspect biblique. Pourquoi ? Parce que 12 dans la Bible, vous savez, les 12 tribus, les 12 apôtres, ça représente la totalité, mais dans la diversité. C'est comme si on prenait toutes les composantes d'une communauté. Ça figure cela. Donc voilà pourquoi on a le chiffre 12. Et depuis sa création, la Cour d'assises a connu plusieurs modifications au cours de l'histoire, notamment pour permettre au jury de délibérer sur la peine. Ce qui n'est pas le cas des juridictions de common law. On ne voit pas ça en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Après l'annulation de la loi Pot-Pourri II, Koengens a présenté un nouveau projet pour améliorer le fonctionnement des assises. Le ministre a mis de nouvelles propositions sur la table, notamment en ce qui concerne le jury. On partirait d'un jury mixte, à savoir, par exemple, 3 juges professionnels et 4 juges non professionnels, de sorte que, choisis pour l'occasion et pas définitivement, et donc ça c'était la proposition que nous avons faite. Je l'ai fait à un moment, je crois, qu'on était trop loin dans la législature, parce qu'il y a des partis de la majorité qui ne veulent plus entendre parler d'aucun jury, et il y en a d'autres qui ne sont pas prêts pour accepter encore une profonde modification. Et donc, pour l'instant, c'est le standstill. Koengens propose donc un échevinage, un peu comme cela existe déjà dans les tribunaux du commerce. Oui, mais là, c'est sur une base permanente. Il y a des juges non professionnels, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des pros, mais ils ne sont pas juges nommés en tant que professionnels du droit, mais pour leur appartenance au monde commercial ou pour les tribunaux de travail, de par leur appartenance au monde du travail ou des employeurs. Et donc ici, ce serait aussi des juges non professionnels, mais ils ne seraient pas choisis sur une base permanente. Ça ne serait que pour une affaire qui peut prendre énormément de temps, mais qui ne seraient pas des juges correctionnels permanentes non professionnels, je dirais. Des jurés qui seraient tirés au sort
comme dans la procédure actuelle. Oui, parce que c'est très difficile de trouver un autre système qui est équitable et qui, comment dirais-je, est impartial. Donc, si on ne fait pas ça, on va sans doute se heurter à d'autres obstacles d'impartialité de la jurisprudence qui aussi est très importante pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, autre proposition du ministre, introduire une procédure d'appel qui n'existe pas chez nous pour les affaires jugées en assises. Le problème de l'appel est quelque chose d'important. Là, le ministre Geens a raison de le mettre en évidence, à savoir, pour une infraction routière, on peut être condamné par le juge de police et passer en appel en correctionnel. Pour un assassinat, par exemple, il n'y a pas de possibilité d'appel, même si la Cour européenne des droits de l'homme considère que le contrôle d'office qui est fait par la Cour de cassation équivaut quelque part à cet appel, c'est-à-dire cette garantie, cette deuxième lecture, cette relecture, et donc n'y voit pas d'objection fondamentale, même si tout le monde s'accorde, je pense, pour dire que le droit à voir sa cause réexaminée est quelque chose de fondamental. Comme la loi Poupoury 2, cette réforme serait notamment motivée par des raisons budgétaires. Alors, intéressons-nous un peu aux chiffres. Que coûte réellement une cour d'assises? C'est très difficile à estimer. Une cour d'assises moyenne, c'est-à-dire une cour d'assises qui prend 5, 6, 7 jours par exemple, ça revient au niveau de la taxation des jurés, donc ce que l'on paye pour les jurés, environ 10 000 €. Donc 10 000 € pour 12 jurés, plus des suppléants éventuels. Il y a évidemment tous ceux qui sont convoqués pour venir constituer le jury, c'est-à-dire 60 à 90 candidats jurés potentiels. Lorsqu'on compte les frais de déplacement, l'indemnité qui est payée pour ceux qui vont participer effectivement au procès, on considère que c'est 10 000 € en moyenne qui sont dévolus. C'est sûr qu'une cour d'assises qui dure 3 mois par exemple, n'est pas une cour d'assises qui dure 4 jours, comme ça peut se passer pour des affaires plus simples. En fait, il n'existe aucune étude sur le coût global des assises. Par ma connaissance, le ministre Geens n'a pas pu produire lui-même ces chiffres. Il prend comme référence un célèbre procès d'une bande de motards qui avait eu lieu dans le Limbourg, qui avait duré très longtemps, qui avait été émaillé d'incidents pour dire qu'il avait fallu déplacer d'importantes forces de police, que des magistrats avaient dû être délocalisés de leur siège habituel, etc. Ce qui est vrai, mais ces mêmes motards jugés pour les mêmes faits en correctionnel auraient produit évidemment le même coût de sécurité, voire un coût de sécurité encore amplifié, vu que les sessions des tribunaux correctionnels ne sont pas organisées en continu. Je voudrais aussi connaître le coût des dossiers correctionnels. Les copies de dossiers aussi, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Le nombre de remises, parce qu'à chaque fois, donc, si vous avez un dossier compliqué, c'est 3 personnes monopolisées, les avocats qui doivent être là, l'aide juridique qui est là, le greffier qui passe son temps, puis on remet le dossier, on reporte, ça coûte combien ça? Le coût, je ne crois pas que ce soit un coût bien plus élevé, parce qu'en correctionnel, il faut prendre en considération aussi la première instance, l'appel, parce que les gros dossiers vont chaque fois en appel. Alors, 12 citoyens dont l'indemnité, je ne crois pas, soit tellement élevée, qui, à Mons, ont droit, lorsqu'ils délibèrent un sandwich, je ne crois pas que ce soit très, très, très élevé. Dans le public, beaucoup pensent aussi que les avocats préfèrent aller devant une cour d'assises. Pour Alexandre Wilmot, c'est un leurre. Vous savez, nous, ça nous coûte beaucoup plus d'énergie d'aller en cour d'assises, et il faut savoir le dire aussi, c'est beaucoup moins rentable une cour d'assises que des tribunaux correctionnels. Ça, c'est la réalité aussi. Parce que nous passons, nous les avocats d'assises, un nombre d'heures absolument incalculable pour préparer chaque audience, pour y aller évidemment chaque jour, ça se termine parfois très tard, sur une durée relativement longue. Et il est évident que tout ça, ce sont des choses que l'on ne peut pas quantifier et réclamer aux clients. Ce n'est pas possible, ce serait quasi impayable. Donc à un moment donné, finalement, si ce n'était qu'une connotation financière, je pense que nous aurions aussi tout intérêt à ce que ça soit du correctionnel. Mais donc il faut savoir si on veut une justice financière ou une justice humaine. Moi personnellement, je suis pour une justice humaine. Le monde judiciaire n'est pas complètement fermé à toute évolution de la cour d'assises.
Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent la dépoussiérer. Philippe Morandini, par exemple, le premier président de la Cour d'appel de Mons, a présidé une quarantaine de sessions durant sa carrière. Il est très clair, comme certains avocats. Elle est trop lourde. On a un tas de procédures qui sont vraiment désuètes et qu'on pourrait vraiment alléger. Comment ? Eh bien d'abord, par exemple, en réduisant le nombre parfois colossal de témoins. Alors, le problème, c'est qu'en Belgique, on a l'habitude, et ceci n'engage que moi, mais je dis la mauvaise habitude, de citer à l'audience absolument tout le monde. Ce qui a évidemment une influence certaine sur la durée des débats. Dans certaines cours d'assises, notamment la cour d'assises du Hainaut, si vous avez 20 enquêteurs qui sont intervenus, on fait venir les 20 enquêteurs. Notamment le brave policier de la zone de police qui est allé interroger 2 voisins qui ont répondu qu'au moment des faits, ils n'étaient pas là et qu'ils n'ont rien vu. Point. PV 2 lignes. On fait venir le flic. Pour nous dire qu'il a entendu des gens qui n'ont rien entendu. Voilà où on en est en Belgique. Pour Pascal Rodeins, il n'est pas nécessaire non plus d'entendre tout le monde. L'ambulancier qui est appelé sur place, qui arrive concomitamment avec les forces de police, qui tombe sur une personne qui malheureusement a une balle dans la tête, il ne va pratiquer aucun acte, il ne va strictement rien faire. Il est là, à côté des policiers qui arrivent en même temps que lui. Pourquoi faire venir témoigner cette personne qui n'a aucune compétence pour constater des faits et qui n'a posé aucun acte d'ambulancier ou acte médical au sens large. Donc voilà, ce genre de témoin n'est pas nécessaire. Et certains avocats ne peuvent s'empêcher de comparer avec ce qui est pratiqué en France. On entend le juge d'instruction et on entend l'officier de police judiciaire qui a été chargé de chapeauter l'enquête. Point. Point. Vous imaginez qu'entendre ces 2 professionnels ou en faire venir 20 pour leur demander de confirmer que le voisin a dit qu'il n'avait rien vu. Mais vous gagnez 2 jours. Hein. Vous gagnez 2 jours. Comme ça, rien que là-dessus. Les experts. On a la mauvaise habitude en Belgique de faire venir à la cour d'assises tous les experts qui ont été mandatés par le juge. Même ceux qui n'ont rien constaté. Exemple, cour d'assises de Namur, il y a 2 ans. On procède à une analyse de toxicologie et une analyse d'alcoolémie de la victime. L'expert conclut qu'au moment où elle a été pendue, en l'espèce, la victime n'avait consommé aucune boisson alcoolisée et n'était pas sous l'emprise de médicaments ou de stupéfiants. Nulle part dans le dossier, on ne dit que cette femme aurait pu boire ou aurait pu être droguée, aurait pu sous l'influence de médicaments. Donc cette expertise ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Eh bien, on a fait venir l'expert pharmacien biologiste à la cour d'assises de Namur, il venait de Charleroi, pour prêter serment et dire « Je confirme que la victime n'avait pas bu, n'avait pas de drogue, merci, au revoir ». Facture de l'expert, plus le déplacement. Vous voyez le temps que ça prend et vous voyez ce que ça coûte pour venir nous dire quelque chose que tout le monde sait et qui n'est contesté par personne. Et puis, parmi ces experts, faut-il obligatoirement faire venir le légiste à la barre? Je dirais que dans la majorité des dossiers, oui, mais pas toujours. Monsieur a tué le gaillard pour lui prendre son ordinateur. Il a tiré une balle de revolver, on a retrouvé la balle dans le corps. Le type est mort d'une balle dans le cœur. Ce n'est contesté par personne. Pourquoi est-ce qu'il faut faire venir un médecin légiste pour nous dire ce que tout le monde sait et que personne ne conteste, avec la facture de l'expert derrière? On peut enlever tout ça. Faites venir des gens qui ont des choses à nous dire. Si le président peut expliquer la chose, je dirais non, ça dépend. Il faudrait avoir, dans le cas de l'audience préliminaire, hein, donc l'audience préliminaire, c'est comme les préliminaires, c'est là où on fait le planning de ce qui va se passer. Et donc, on fait un petit peu un planning, et là, il faudrait que le président puisse dire, ben tiens, est-ce que c'est contesté ou pas? Est-ce que les causes de la mort sont contestées ou pas? Oui, non, dites-moi. Voilà, un engagement qui vaut que pour la session, pas pour le futur, comme ça, si on doit postposer la session ou quelque chose ainsi. Mais voilà, pour la gestion. Ainsi, on pourrait déjà dire, ben, pas besoin d'une légiste, c'est pas contesté.
Et le président doit alors expliquer aux jurés pourquoi il y a eu une autopsie. Parce que quand on explique aux gens, moi j'ai entendu un juge professionnel qui me disait « ça sert à quoi d'avoir fait toutes ces photos ?» C'est quand même une garantie démocratique. Si demain, quelqu'un est tué par balle, je voudrais quand même, si on m'accuse moi, que je vois la balle, l'orifice par lequel elle est passée, que je ne me contente pas de dire non, c'est dans un cercueil, vous n'avez rien à voir. C'est ça, une autopsie. Hein, c'est savoir quelle est réellement la cause du décès. Nous avons demandé au professeur Boxeau, qui a témoigné à 250 reprises aux assises, si on pouvait se passer des explications du légiste. Il y a peut-être des cas où on peut le faire, des cas où tout est clair. L'auteur est en aveu. Il n'y a pas de problème, il reconnaît qu'il a tiré une balle dans le crâne. Et puis le rapport d'autopsie montre qu'il est bien mort d'une balle dans le crâne. Voilà. Ça va. Ça ne vous poserait aucun problème? Non, aucun. Non, aucun. On ne se pose pas de questions, tout est clair, tout est... Mais vous savez, des cas clairs comme ça, c'est quoi? C'est 10% de ma pratique. Hein. Pour le reste, soit dans 90% des cas, la présence du légiste est, d'après lui, indispensable. C'est vrai que les magistrats, au fur et à mesure du temps, finissent par savoir lire nos rapports. Hein. Clairement, ils ne sont pas médecins légistes, mais ils finissent par connaître la médecine légale, c'est amusant à voir. Au fur et à mesure du temps, ils savent de quoi on parle, sans poser de questions. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas des avocats, ce n'est pas le cas, surtout pas des jurés. C'est vrai que quand je témoigne en cour d'assises, je m'adresse au jury. Je parle en les regardant, en leur expliquant et en refaisant avec eux de la physiologie de base. C'est-à-dire, physiologie, c'est comment fonctionne le corps humain. Donc il faut d'abord savoir comment il fonctionne pour savoir comment il ne va plus fonctionner. Et bien je leur explique pourquoi il ne fonctionne plus. Et je leur explique ce qui a cassé dans l'histoire. Et pourquoi on meurt. Pourquoi est-ce qu'on meurt d'un coup de couteau? Il y a des gens qui reçoivent 20 coups de couteau, ils sont en pleine forme. Il y a d'autres qui en reçoivent un, ils sont morts. Donc il faut aller expliquer ça, il faut aller expliquer pourquoi. Philippe Boxeau se rappelle d'un cas où s'il n'était pas venu à la barre, tout le monde aurait mal compris. Un cas qui a mené à un acquittement d'ailleurs. Mon rapport, à mon sens, était clair, mais visiblement il n'était pas trop. Et on a pu s'expliquer sur une notion qui n'est pas médicale, mais qui est juridique. C'est la tentative absolument impossible. C'est une mère qui donne à son enfant des médicaments pour le tuer. Elle a dans l'esprit l'idée de le tuer. Elle lui donne des benzodiazépines, l'enfant arrive vivant à l'hôpital, il n'est jamais en état de danger. Mais la question était, est-ce que l'on peut mourir d'une intoxication aux benzodiazépines et dans quelle mesure? La réponse est très clairement oui, à condition de vomir et d'inhaler ces vomissures. Et donc, en expliquant aux jurés et à tout le monde d'ailleurs, à la cour d'assises, dans quelles conditions on pouvait effectivement mourir, la question suivante de la part de la cour d'assises a été « Oui, mais est-ce que dans les conditions ici, l'enfant était un moment en danger ?» J'ai répondu « Non, il n'a jamais été. » Affaire terminée, tentative absolument impossible, et la cour d'assises s'est arrêtée. Donc oui, c'est important. Et si vous n'aviez pas été là, cette dame aurait pu être condamnée? Ah oui, parce qu'on s'en serait tenu au mot de mon rapport où moi je répondais à une question précise et pas générale. Le passage du médecin légiste, c'est une demi-heure en moyenne. J'ai vérifié en cour d'assises, dans les dossiers complexes où les avocats veulent jouer sur les mots, on reste plus longtemps. Mais en moyenne, c'est une demi-heure. Une demi-heure pour tout expliquer, c'est pas long. C'est pas long du tout et ça vaut la peine. Philippe Boxeau qui explique que dans l'absolu, on a toujours besoin d'un légiste et qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. On a toujours besoin du légiste, il faut faire gaffe avec ça. Je prends un exemple, j'ai une jeune fille, elle n'aime plus son père, c'est son droit. Elle décide de le tuer, ça c'est déjà moins son droit. Elle prend le flingue de son père, c'est un GP 9 mm, elle arrive devant le lit de son père, c'est la nuit, elle pense qu'il est en train de dormir, elle vide le flingue dans le corps de son père, elle jette le flingue par terre, elle s'en va. Elle est en cavale. On m'appelle, pour tout le monde, il n'y a aucun souci, hein. Il est mort des coups de feu. Il est au lit, ok. Et puis le magistrat me dit, bah, écoute, il faudra quand même faire l'autopsie. Je dis, oui, de toute façon, on va faire l'autopsie. On fait l'autopsie, il n'y a quasiment personne dans la salle d'autopsie, il n'y a pas le bonhomme qui fait les photographies, le gars du laboratoire de police technique et scientifique. Et puis, je découvre à l'autopsie qu'aucune des lésions n'est antémortem. Elles sont toutes post-mortem. Ce qui veut dire que tous les coups de feu qui ont été tirés dans le corps du papa ont été tirés alors qu'il était déjà mort. Et je découvre qu'il est mort en fait d'une hémorragie cérébrale. Il a rompu un anévrisme cérébral pendant la nuit, avant que sa fille lui tire dessus. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, la fille est quand même très méchante, elle veut tuer son père, c'est pas bien, on est d'accord. Elle a utilisé le bon moyen pour le faire, on est d'accord. Mais la loi impose que la personne soit vivante pour la tuer. Donc, si je n'étais pas intervenu, elle aurait été condamnée. Moralement,
c'était bien fait pour elle, mais légalement, c'était contre les gamins. D'autres pistes existent pour dépoussiérer, peut-être améliorer le fonctionnement de la cour d'assises et réduire ses coûts. Par exemple, des actes de procédure peuvent être signifiés par la police, et alors c'est gratuit. Mais on recourt parfois, par habitude, à toujours des huissiers de justice. Comme les cours d'assises sont peut-être coûteuses, comme certains le disent, mais les cours d'assises, c'est ce qu'on en fait. Pourquoi ne pas ériger une certaine norme, à savoir que les autorités ne s'impliquent pas pour dire une cour d'assises, c'est 3 jours, comme on parvient à le faire à Mons, 4 jours maximum, et pas 3 semaines. Ce qui se pratique d'ailleurs en France, 3 jours en moyenne pour une cour d'assises et des jurés convoqués pour plusieurs sessions. Les jurés devraient pouvoir être convoqués et on fait une journée entière de tirage au sort des futures sessions. Ainsi, voilà, telle session, ce sera du 1er au 15 septembre. Et on fait le tirage au sort. Et les gens sont monopolisés une fois pour, par exemple, 8 sessions. Et ça réduirait considérablement les coûts et ça permettrait aussi de mieux manager et de pouvoir prévoir à l'avance quelles sont les dates et les gens savent anticiper, que ce soit les acteurs, que ce soit l'accusé, que ce soit les victimes, que ce soit les membres actifs au sein des juridictions. Si vraiment l'objectif principal de se dire on cherche à économiser les moyens parce que la cour d'assises coûte cher, si c'est ça le critère, eh bien moi je pense qu'une des formules serait de dire eh bien à ce moment-là gardons les mêmes jurés, même en nombre restreint, mais pour plusieurs sessions. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être un problème. Les parties, donc le ministère public et la défense, ont le droit de récuser jusqu'à 8 candidats jurés. On n'en saura pas plus. La loi ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels un juré est récusé. Ça peut obéir à une stratégie d'avoir plus de femmes, plus d'hommes, plus de jurés plus âgés, moins âgés, de tel ou tel type de profession ou formation. Nous ne le saurons pas. Alors, j'appelle donc un nom d'un candidat juré et je demande à la personne de venir ici sur l'estrade. La défense. D'accord. Le ministère public. Récusé par le ministère public. Le nombre de jurés, parlons-en. En France, ils sont 6. Faut-il en maintenir 12 en Belgique? Pour moi, pas spécialement. 12 est un nombre très important. Je ne suis pas sûr que le nombre forme la qualité. Pléthore ne fait pas raison. Donc un nombre significatif de jurés, parce que je pense que les jurés doivent rester majoritaires, le pouvoir de juger des affaires criminelles doit rester en main du citoyen, qu'ils ne doivent pas être moins importants que le nombre de juges professionnels, mais je pense que maintenir 12 n'est pas spécialement nécessaire. Si on a un nombre important qui permette en même temps une forme de majorité, parce que sinon on va avoir des systèmes de blocage, comme aux États-Unis, comme il y a des obligations d'unanimité, parfois des procès qui sont ajournés et qui doivent recommencer à 0, si on a une majorité qualifiée, comme c'est le cas maintenant, on peut la faire sur 9 et pas nécessairement sur 12. Mais quel que soit le nombre de jurés, de nombreux avocats et magistrats s'accordent pour souligner l'importance de ce jury populaire et de l'oralité des débats pour juger les crimes les plus graves. J'ai pour ma part, après 30 ans de carrière, eu l'occasion de participer à plus de 80 procès d'assises. J'ai pu constater à quel point les jurés étaient particulièrement concentrés, comme ils analysaient tout ce qui pouvait se dire, et je dois à la vérité de dire que j'ai constaté une différence fondamentale à partir de l'affaire Dutroux en 1996. L'affaire, pas le procès. On sait que la Belgique a connu un séisme avec l'affaire Dutroux et que le citoyen a marqué une certaine méfiance à l'égard du système politique, judiciaire ou parlementaire. Et j'ai constaté que ça s'est traduit, mais immédiatement, dans l'attitude des jurés à chaque procès d'assises. Et tous les professionnels, les vrais professionnels des assises vous le diront, à chaque procès d'assises, il y a l'un ou l'autre juré qui pose des questions auxquelles personne n'avait pensé. Personne. Pas les enquêteurs, pas le juge d'instruction, pas les experts, pas l'avocat général, pas les avocats de la partie civile, pas l'avocat de la défense. Et on se dit, mon Dieu, mais c'est vrai. À chaque procès d'assises. Une
question souvent entendue, faut-il être juriste pour être un bon juré ? Demain, les gens n'en toucheront pas une en économie, en politique, ils ne voteront plus. C'est ça qu'il faut ? Ben, le droit, c'est quoi ? Moi, je retiens une phrase d'un ancien, c'est que la règle de droit, pour qu'elle s'inscrive sur le long terme, elle doit être simple et comprise. Est-ce que monsieur a tué sa femme ? Est-ce que monsieur a violé l'enfant ? C'est du fait, hein ? Alors, on a créé cela lorsqu'on a voulu justement permettre au peuple d'accéder au pouvoir de l'état de droit et de rendre des comptes. Les gens étaient moins instruits à l'époque et rendaient de bonnes décisions. Hein. Aujourd'hui, nous avons quand même, je crois, l'école pour tous. Et donc la règle de droit, je suis désolé, il faut pouvoir faire en sorte qu'elle soit comprise. Alors les techniques de pylône GSM, les techniques d'ADN, ça s'explique. Hein. Ça s'explique. Le jour où on n'explique plus rien, moi ça m'inquiète alors. Donc non, pas être juriste. Pas être juriste. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas formé à faire quelque chose qu'on ne peut pas réfléchir. Pour moi, l'avantage principal d'avoir un jury populaire, c'est de se dire « mais ça peut m'arriver à moi, membre citoyen lambda, qu'est-ce que je ferais si je me retrouvais soit dans un box, soit en qualité de victime ou de préjudicié ?» Et c'est ce débat-là qui m'intéresse et que je trouve qui doit être ressenti. Et pas seulement je viens là pour donner une sanction à quelqu'un, c'est d'avoir une réflexion aboutie parce qu'on a pendant tout un temps un certain nombre d'informations qui permettent finalement de réussir à prendre une décision. Et il ne faut pas oublier que de toute façon, in fine, le vote est un vote secret en cour d'assises. Donc ces jurés qu'on peut considérer comme étant imbéciles ou malins, ou peu importe, ces gens ont, dans le secret de leur délibéré, la possibilité de voter oui, de voter non, de ne pas voter. Donc ils ont aussi cette possibilité de se dire à un moment donné, en mon âme et conscience, je ne prends pas de décision, mais au moins ils auront assisté au débat et ils auront pu y collaborer. D'expérience, beaucoup de gens qui sont pauvres, malheureux, qui se retrouvent dans un jury, on se dit ils vont être solidaires avec le pauvre malheureux qui est dans le box. Pas du tout, ils vont être beaucoup plus sévères que les autres parce qu'ils vont s'identifier en disant moi j'ai mangé de la vache enragée pendant autant d'années et moi j'ai pas délinqué, ben tant pis pour lui. Alors que le juré qui aura un minimum de distance intellectuelle va voir les circonstances atténuantes beaucoup plus facilement. Pour de très nombreux avocats, le jury populaire est un gage essentiel de qualité. J'ai eu des procès qui touchaient, je dirais, à ce que j'appellerais un petit peu les poubelles des affaires criminelles belges. C'est les affaires des années 90, Beyer, Bush, des dossiers comme ça. Il y a des décisions des jurés qui sont des décisions véritablement sanctionnant implicitement le travail qui est un très mauvais travail fait par certains magistrats, certains policiers, etc. Je suis sûr que des juges professionnels auraient choisi une voie moins dommageable en trouvant ce que j'appellerais une forme de compromis à la belge. Ça crée une forme de paix sociale. Il y a des exemples les plus emblématiques, je trouve. C'est quand on a cru que Nioul était le bras droit de Marc Dutroux, qu'on a vu qu'il avait fait d'autres bêtises judiciaires, mais qui étaient totalement extérieures, eh bien, on a vu une forme d'apaisement à l'égard d'une haine généralisée à l'égard de ce monsieur, grâce au fait que c'était des jurés qui s'étaient penchés sur sa question. J'imagine la même histoire avec un tribunal correctionnel qui aurait très peu motivé, fait très peu de débats, les citoyens qui étaient animés de camps, les pour et les contre, les blancs contre les noirs, etc., ils auraient dit, il y a malheureusement une magouille, il est malheureusement protégé, etc. Donc voilà, c'est bon pour nous tous, c'est bon pour la société. Beaucoup de gens d'ailleurs viennent dans le jury en se disant, je n'ai pas du tout envie d'y participer, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie. Et puis tous, je n'ai jamais eu un seul cas de figure qui venait dire l'inverse. Tous disent que c'est une expérience humainement extrêmement enrichissante et extrêmement intéressante. Et on voit d'ailleurs qu'ils font leur travail avec la plus grande attention. Donc dans ces conditions-là, je pense vraiment que la cour d'assises, ça demeure quelque chose d'indispensable. Mais la cour d'assises et son jury populaire n'ont pas que des supporters. Du côté des magistrats, il y en a qui sont favorables à une correctionnalisation des crimes les plus graves. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le législateur, la population font confiance aux magistrats pour 99,5% du contentieux pénal, mais se méfient des magistrats
au point de ne pas vouloir les laisser seuls dans un demi-pourcent des affaires pénales, fût-ce évidemment les affaires les plus graves, mais nous sommes en mesure de juger, je pense très bien, les 99,5% du contentieux. Et donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on souhaite absolument nous minoriser, parce que c'est le point commun de tous les projets, c'est qu'on veut minoriser les magistrats par un nombre de jurés suffisant pour leur permettre d'avoir la suprématie dans la décision. Pourquoi on veut minoriser les magistrats dans un demi-pourcent du contentieux? Philippe Gourlet qui pointe quelques décisions qu'il qualifie de surprenantes en assises. Il y a des acquittements surprenants et on ne peut pas exclure qu'il y ait eu je ne vais pas utiliser le terme de manipulation parce qu'il est légitime que chacune des parties essaye de convaincre des jurés, mais qu'il y ait eu des convictions trop rapidement, non pas imposées, mais suggérées à des jurés, des convictions qui peut-être n'auraient pas fait leur chemin dans le cerveau d'un magistrat professionnel. Le Collège des procureurs généraux soutient une suppression pure et simple des assises et une suppression de l'article 150 de la Constitution. Les magistrats professionnels ont une autre manière d'appréhender un dossier, de l'étudier en profondeur. C'est leur métier, ils sont formés pour cela. Cela se fait donc de manière beaucoup plus rapide. Ils arrivent à l'audience, à l'entame des débats, avec déjà une connaissance très pointue du dossier. Même, poursuit Ingrid Godard, si on n'envisage pas de renoncer complètement à une certaine oralité des débats. Une certaine oralité des débats peut encore être envisagée, préservée le cas échéant par l'audition de certains témoins, mais exclusivement les témoins qui apportent alors un éclairage tout à fait précis et pertinent par rapport au dossier que l'on a à juger, par rapport à la culpabilité, au contexte spécifique des faits ou éventuellement à la personnalité de la personne qu'il convient de juger. Mais pas question toutefois pour le Collège des procureurs généraux de dire qu'un jury n'apporte rien dans une décision judiciaire. Les jurés travaillent toujours avec beaucoup de concentration, beaucoup d'intérêt pour la cause qui leur est présentée et les faits qu'ils ont à juger. Mais disons que ce n'est pas l'unique manière de bien rendre la justice, même pour des faits les plus graves. Des juges professionnels sont tout à fait aptes, évidemment, à connaître de ces faits, à creuser suffisamment un dossier et à se prononcer, à prendre position par rapport à des faits aussi graves soient-ils. Ce n'est pas une compétence réservée, exclusive du jury, qui ne peut en aucun cas être remplacée par des magistrats professionnels. Si les jurys ont bien fonctionné pendant très longtemps et loin de moi l'intention de galvauder leur intérêt et l'investissement qu'ils ont réalisé au cours de très nombreux procès qui ont eu cours devant la cour d'assises, c'est une manière de travailler qui peut être résolument abandonnée, qui peut faire partie du passé et qui peut tout aussi adéquatement être remplacée par un travail réalisé exclusivement par des magistrats professionnels. Pour le procureur général de Liège, qui s'exprime ici à titre personnel et non comme président du Collège des procureurs généraux, on pourrait se pencher aussi sur une autre piste, à savoir introduire une participation citoyenne dans les tribunaux correctionnels. On peut se demander, au fond, est-ce qu'on ne gagnerait pas au niveau de la justice pénale à avoir davantage de participation citoyenne, c'est-à-dire avoir des juridictions qui pourraient être composées d'un magistrat professionnel et de 2 magistrats non professionnels, comme on a un peu en Allemagne avec un système d'échevinage, où on a là des gens qui ne sont pas tirés au hasard, si vous voulez, dans la société, mais qui sont, je dirais, des acteurs sociaux. En tout cas, ils sont actifs dans une série de domaines et ils viennent participer au fonctionnement de la justice. Ça, je pense que c'est une idée intéressante qui pourrait aussi être une manière de réconcilier peut-être un peu parfois la justice avec la société et les citoyens, de dire que finalement, la justice, ce n'est pas quelque chose dans une tour d'ivoire, mais c'est aussi quelque chose qui doit être connecté à la société. Alors la cour d'assises, stop ou encore, du côté des politiques, les avis divergent. Au nord du pays,
on semble souhaiter sa suppression, ce qui n'est pas vraiment le cas au Sud, et quelle que soit la couleur politique. Car les 4 formations francophones, majorité et opposition, s'accorderaient sur le maintien de la cour d'assises et sur des aménagements possibles pour la rendre plus efficace et la dépoussiérer. Sur le nombre de jurés, par exemple. Là, il n'y a pas de problème pour réduire le nombre de jurés, je l'ai dit. C'était une des propositions, me semble-t-il, vous savez que quand j'étais ministre de la Justice, j'ai demandé à un panel avec des citoyens, des journalistes, des philosophes, des magistrats, etc., de réfléchir sur la cour d'assises. Et ils ont fait toute une série de propositions pour aménager. Et donc, oui, évidemment, revoir le nombre de jurés ne pose pour moi pas de problème. On peut, pour autant que les jurés restent majoritaires au niveau de la décision, oui. Maintenant, il ne faut pas non plus arriver à ce que ridiculement ce soit 3 ou 5. Il faut quand même un minimum de personnes. Si on veut avoir une diversité d'appréciation et donc de discussion et donc de qualité d'une motivation, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à 7 par exemple, ou à 9 autour d'une table, on se met d'accord sur quelque chose, c'est la discussion. Et la discussion entre 3 ou la discussion entre 7 ou 9 n'est pas la même. Entre 3, il peut y avoir facilement quelqu'un qui prend le leadership par rapport aux autres. Sur 7, 9 ou 12, il y en a 2, 3 qui peuvent faire évoluer l'appréciation des uns et des autres. Donc, oui, on peut adapter le nombre. Je pense que ce débat-là doit avoir lieu. On a entendu la symbolique des 12 membres du jury. Pourquoi pas revoir ceci à la baisse? Je pense que ce n'est pas tellement l'élément, parce qu'il faut aussi que le jury soit représentatif. On sait la difficulté de constituer un jury qui soit représentatif. Là-dessus, il y a un vrai travail et il y a une vraie réflexion à avoir. Je pense que la limitation du nombre n'est pas l'élément principal. L'élément clé est de dire est-ce que oui ou non, demain, le citoyen doit encore avoir, pour certaines situations judiciaires, l'occasion de venir exprimer son sentiment. C'est pour nous l'essentiel. C'est pas un problème, et en tout cas, ça mérite d'être débattu. Et moi-même, je l'avais évoqué. J'avais dit c'est oui au maintien du principe du jury populaire, mais oui aussi à son aménagement, voire son réaménagement. Et on avait évoqué d'ailleurs des pistes comme l'échevinage, donc comme en matière de commerce, où on fait appel à un certain nombre de citoyens dont on reconnaît les qualités en matière commerciale, pour juger de faillite ou des choses comme ça. Donc une spécialisation et peut-être un aménagement de la composition, voire de la réduction, tout ça peut être envisagé. Ça mérite débat. En ce qui concerne une diminution du nombre parfois très important de témoins, ici aussi majorité et opposition francophone semblent s'accorder. Oui, c'était dans les conclusions de la commission cour d'assises que j'avais lancée. Donc c'était autour du nombre de jurés, c'était peut-être aménager pour les enquêtes de moralité, diminuer le nombre de témoins, faire un règlement de procédure avant le début du procès par des professionnels pour que l'on commence beaucoup plus sur le vif du sujet. Donc il y a toute une série de propositions dans ce sens-là qui peuvent évidemment améliorer. Il y a des témoins qui sans doute sont plus intéressants que d'autres et dont il faudrait garder l'audition au moment de la procédure devant la cour d'assises, et d'autres qui sont moins importants, venir dire j'étais à l'école primaire avec lui, c'était un bon élève, il était dans les premiers. Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose à la qualité et à la compréhension des débats. Ça requiert de la nuance. On a entendu que dans certains cas, il y a des expressions orales qui se font et qui n'apportent strictement rien au déroulement du procès et également surtout à l'idée que les jurés vont pouvoir se faire de la situation qu'ils ont à juger. Donc là-dessus, le président doit avoir une certaine marge de manœuvre, les avocats aussi. Il y a aussi une obligation dans le chef de chacune de ces parties, de ces intervenants, de faire la part des choses et peut-être dans le règlement de la procédure, avoir un débat serein en amont en disant clairement que telle audition ne présentera aucun intérêt supplémentaire. Par contre, d'autres peuvent en avoir. J'ai entendu que certains cas ne nécessitaient pas l'audition du médecin légiste, dans d'autres cas, oui. Voilà, une situation n'est pas l'autre et c'est le cas dans beaucoup d'éléments de la justice. C'est vrai que la norme est générale, mais les cas particuliers doivent aussi pouvoir trouver leur expression dans la manière dont la procédure va se passer. Le principe de l'oralité, c'est le principe le plus important, mais au-delà de ça, moi je pense qu'il doit pouvoir y avoir moyen de réduire un certain nombre de choses pour éviter qu'il y ait des répétitions. Bis repetita non placent, comme on dit souvent. Donc, je pense que là où
manifestement, il y a des usages qui ont été pris et qui consistent pour l'une ou l'autre des parties à faire de la répétition volontaire, reconvoquer des témoins alors que les choses ont déjà été faites et dites. Je pense que ça fait partie de ce qui doit pouvoir être discuté. Majorité, opposition s'accordent également sur la nécessité d'introduire une procédure d'appel en assises. Personnellement, je suis assez favorable à cette idée d'un appel. Effectivement, on est face à des crimes les plus graves. Et pour toute une série d'affaires judiciaires, l'appel est possible et ne le serait pas pour ce genre de situation. Alors évidemment, c'est un peu contraire à l'idée que le jury populaire est souverain. Mais lui, comme d'autres, peut éventuellement se tromper, peut y avoir des éléments neufs qui interviendraient sans aller jusqu'à la révision d'un procès. La possibilité d'avoir un appel, c'est aussi une garantie supplémentaire des droits de la défense. Moi, je trouve que ça doit être débattu. Je serais a priori plutôt partisan d'un appel. Je trouve que c'est toujours mieux. Ceci dit, il y avait une forme d'appel pour le jury, mais qui est alors à un niveau encore supérieur. On le sait, ça c'est le niveau international, mais c'est évidemment pas quelque chose de facilement accessible et autorisable. Donc, en résumé, moi je suis ouvert au débat. Il en faut un. Là aussi, proposition qui a été faite par la commission réforme de la cour d'assises, où il proposait que ce ne soit pas un recours qui permette de tout recommencer. Ils avaient d'ailleurs argué, pourquoi un jury serait-il meilleur qu'un autre jury, mais que ce soit plus un recours, je ne dirais pas comme un recours en cassation, mais qui serait un mi-chemin entre l'appel ordinaire et la cassation. On est là devant les situations les plus graves, les peines les plus lourdes sont prononcées par les cours d'assises. Et donc ce n'est pas normal. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme nous rappelle régulièrement que l'absence de deuxième degré de juridiction est un problème. Donc nous devons trouver une formule. Maintenant, quel type d'appel? Ça permettra aussi de dégager la Cour de cassation, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, si on veut contester une décision de cour d'assises, que d'aller devant la Cour de cassation, qui, si elle casse pour un motif futile de procédure, alors qu'une cour d'appel pourrait peut-être le couvrir, renvoie devant une autre cour d'assises qui doit recommencer le procès à zéro. Dans le cadre d'un appel, on peut modaliser l'appel. Il peut être un appel partiel, ça peut être un appel sur tout. Donc voilà, la discussion doit s'ouvrir sur un degré d'appel. Voilà, nous sommes déjà au terme de ce documentaire. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté de s'exprimer en toute liberté. Nous avons eu leur opinion, leur expertise, leur connaissance. Nous espérons que grâce à cela, votre opinion à vous aura peut-être évolué, aura peut-être été renforcée ou aura totalement changé sur ce que devrait être la cour d'assises aujourd'hui et demain. À n'en pas douter, c'est un débat qui reviendra sur le devant de l'actualité dans les prochains mois.